grande homogénéité, puisque les deux premières communications, celle de Nathalie Boucher-Petrovitch et Boris Legault d'une part, et d'autre part celle de Yolande Bourlas et Valérie Alliot, sont portées exactement sur le même objet, qui d'ailleurs, l'endroit où vous êtes ici. Quant à la troisième communication, celle de Émilie Dallage et Sarah Labelle, elle portera de façon un peu plus large, mais sur également des questions liées au territoire et à la créativité. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole tout d'abord à Nathalie et à Boris. Boris Legault est géographe et Nathalie Boucher est juriste et en sciences de l'information et de la communication. Le premier est à Paris, le second à Paris. Bonjour, merci Pierre. Je vais vous présenter en fait une fois notre communication, Boris et moi-même, et celle de Yolande Valère, puisque nous travaillons effectivement sur le même projet qui concerne le territoire sur lequel nous sommes aujourd'hui, le territoire de la culture et de la création, dans le cadre du Grand Paris. De notre côté, nous allons nous intéresser à la question de savoir si les banlieues populaires peuvent être des territoires créatifs. Et Valéria et Yolande évoqueront la stratégie territoriale en lien avec la stratégie industrielle et le rôle des industriels. Alors, on va tout d'abord noter qu'effectivement, il s'agit d'un projet territorial, mais qui s'inscrit bien sûr dans une dynamique évidemment mondiale. On ne va pas détailler tout le projet, mais effectivement de clusters créatifs et villes créatives à travers le monde. Donc c'est effectivement un nouveau grand projet à l'agenda des politiques publiques un peu partout dans le monde. C'est aussi une dynamique métropolitaine puisque ça s'inscrit dans le cadre du Grand Paris. Le territoire de la culture et de la création est en effet un des 7 pôles, au départ 7 pôles de développement du Grand Paris. Finalement aujourd'hui nous en sommes à 19. On peut noter une certaine inflation. Et en fait, on s'interroge sur la question de savoir s'il s'agit d'une transposition qui serait originale des villes créatives sur les banlieues populaires ou d'un projet qui serait plus standardisé de reconquête d'une périphérie industrielle par les industries créatives. Ici se pose la question bien sûr d'articulation avec le territoire, qui est quand même spécifique, nous en parlerons, et la stratégie territoriale de la commune, qui est une agglomération, une communauté d'agglomération de 9 communes. Et le passage alors on va parler de cluster, mais on a dit que ça s'appelait un territoire, justement, la terminologie a évolué du cluster créatif ou pôle créatif au territoire de la culture et de la création, ce qui quand même a un sens. Hein. Et la question de l'ancrage territorial de ce projet. Alors rapidement, voilà une carte en fait, éditée en février 2013, qui rassemble un petit peu les 19 pôles dont je vous ai parlé, avec le territoire de la culture et de la création, donc au nord de ce territoire. Alors nous allons articuler une présentation autour de 3 entrées. Il y en aura d'autres, évidemment, je l'ai dit, Yolande et Valérie en parleront. Tout d'abord, on va en fait examiner les ambivalences du projet au regard des spécificités du territoire. Ensuite, la dimension sociale du projet, parce qu'il s'agit bien sûr d'un développement économique, mais dans quelle mesure ça peut aussi être un développement social, c'est-à-dire les externalités attendues en termes d'emploi, de social et de culture. Et puis, dans un troisième temps, nous espérons avoir assez de temps pour cela, Boris évoquera aussi les défis posés à l'aménagement, ou comment construire un territoire créatif un peu ex nihilo. Donc, je vais laisser la parole à Boris qui va présenter donc la question de savoir s'il s'agit d'une déclinaison de la ville créative, dans quelle mesure on peut dire quand même que ce projet est singulier, et la question de savoir si la banlieue, pourquoi on peut dire que c'est un milieu créatif et la représentation des élus. Merci. Alors, oui, nous, notre ambition, c'est aussi de fouiller un petit peu, d'aller au-delà des simples effets de communication autour de ces villes créatives. Hein. On va essayer de voir un petit peu concrètement comment ça s'ancre dans les territoires et comment ça peut prendre forme, ces projets de villes créatives. Alors, ce territoire créatif nord-parisien, là, Patrick Braouzek était là hier, pour nous rappeler un petit peu sa genèse, et il est né hein, de la présence de studios de tournage de cinéma et de télévision ici sur le quartier de la Plaine Saint-Denis.
Et Patrick Wawzek nous a bien fait comprendre que ce n'était pas tout. Ce n'était pas simplement ça, le territoire créatif, ce n'est pas que les studios de cinéma, mais qu'il y avait sur ce territoire, en vérité, une offre culturelle qui était pléthorique, avec deux scènes nationales, le cirque Zingaro, etc., qui sont en fait finalement des héritages du socialisme municipal sur ce territoire. Alors, l'une des spécificités de ce projet, je le rappelle quand même parce que c'est toujours un peu compliqué, c'est que c'est un projet qui concerne simplement une portion de l'agglomération parisienne et ça pose quelques problèmes dans la mesure où, par exemple, si on étudie les filières audiovisuelles, du cinéma, on s'aperçoit qu'ici on va avoir les industries de tournage alors que les donneurs d'ordre sont situés dans le cœur parisien. Et tout ce projet-là, il prend sens aussi dans le cadre du Grand Paris, dans toute la complexité de la gouvernance francilienne. Et on n'entrera pas dans ce niveau de détail-là, parce que sinon on pourrait faire une communication là-dessus. Alors, les objectifs poursuivis par les élus locaux autour de ce territoire créatif, c'est ça qui nous intéresse un petit peu. Et on voit bien que ça fait un petit peu appel à la notion de ville créative. Cette ville créative est un concept éminemment volontariste qui vise un petit peu, ça a été dit tout à l'heure, à attirer les entreprises créatives ainsi que leurs salariés. La fameuse classe créative de Richard Florida, avec les artistes, les créateurs, les jeunes entrepreneurs urbains. Et ces activités et ces salariés sont susceptibles de remplacer, dans la plupart des villes où ces projets sont mis en œuvre, les industries, voire même les populations ouvrières qui résidaient dans les villes. Donc on voit bien que cette notion de ville créative a quelque chose de profondément élitiste et masque mal en véritable les objectifs de ses promoteurs, qui est souvent une ambition de vouloir transformer la composition sociale des quartiers et une forme de génification. Dans certains cas, cette notion de ville créative, comme à Toronto, qui a été proposée d'ailleurs par Richard Florida lui-même à l'élu au maire de Toronto, a servi clairement des objectifs qui sont liés à la libéralisation des services urbains, dans un contexte d'austérité évidemment qui caractérisait le Canada des années 1990. La ville créative correspondait en fait à la promotion de la vie entrepreneuriale. Et derrière le discours un peu progressiste des élus torontois se cachait un autre message que l'on pourra résumer un petit peu trivialement, prenez-vous en main parce qu'en raison de ces difficultés financières, la municipalité ne pourra plus faire grand-chose pour vous. Donc il peut apparaître plutôt surprenant qu'un tel projet de territoire créatif soit aujourd'hui porté par des élus d'une majorité communiste, a priori très éloignés de l'idéologie libérale et des principes de l'empowerment. Alors en réalité, les élus locaux, il semble qu'ils aient été séduits par un concept de marketing territorial qui est investi de valeurs positives et consensuelles, la culture, la création. Et tout comme le développement durable, cette notion est suffisamment floue finalement et évocatrice pour qu'on ne puisse pas être content en réalité. D'autre part, il semblerait que les élus locaux, contrairement à ce que me disait l'intervenant tout à l'heure, n'avaient pas conscience de cette dimension libérale, idéologique derrière la notion de ville créative. Et du coup, ils portent aujourd'hui un projet qui ne saurait être réduit à l'acception floridienne de la vie créative ou à l'acception anglo-saxonne de la vie entrepreneuriale. Alors, on va voir que ce projet nord-parisien, il recouvre une réalité un petit peu différente. Tout d'abord, en suggérant que la banlieue nord de Paris peut être un espace créatif, Pleine Commune tente évidemment de transformer les représentations qui sont accolées à ce territoire, et qui est un territoire largement stigmatisé pour ses problèmes, ça c'est une réalité. Donc on voit bien qu'il y a une dimension de marketing territorial évidente, là j'invente rien, c'est tout à fait classique. Là, plus original à mon avis, c'est que ce projet, il renvoie aussi à l'idée que la culture de banlieue peut être créative. Il rejoint en cela un présupposé d'ailleurs assez vérifiable, souvent vérifiable, selon lequel une innovation, qu'elle soit sociétale, économique, naît souvent dans les marges. Et cette culture de banlieue, évidemment, elle est très prégnante ici dans l'ouest de la Seine-Saint-Denis, et des groupes comme NTM ou Grand Corps Malade ont fait preuve de leur capacité à faire émerger cette culture de banlieue en véritable art. Néanmoins, il n'est pas surprenant d'ailleurs, c'est important, qu'en raison de la diversité de ces expressions, la culture de banlieue, musique, danse, graffiti, etc., certains soient tentés d'opérer, de faire un parallèle avec même inconscient d'ailleurs, avec les industries créatives. Alors cette culture de banlieue, évidemment, elle n'est pas l'apanage de Pleine Commune, elle est américaine à l'origine, comme vous le savez,
elle est presque universelle aujourd'hui, elle est celle d'une jeunesse un peu marginalisée, hein, de New York à Moscou, en passant par Sao Paulo, d'autres villes, hein, qui se reconnaissent dans ces codes de culture de rue. L'autre point important, c'est que l'idée de territoire créatif renvoie à la diversité culturelle, qui est souvent, et même très régulièrement présentée ici, par les élus locaux, hein, comme une richesse. Et sur ce territoire, où les étrangers représentent plus de 30% de la population, et où vivent des ressortissants de plus de 136 nationalités, le melting pot serait donc source d'innovation sociale et créative. Et là encore, que certains avec une intuition que la diversité des cultures en présence soit une source d'enrichissement potentiel dans le cadre d'une économie culturelle et créative n'étonnera guère. Évidemment, cette approche-là pose quelques questions. Hein. Pourquoi évoquer la culture de la banlieue alors que les pouvoirs publics souvent voudraient en voir disparaître dans de ces expressions les plus violentes? En tout cas, ce renversement de perspective témoigne en tout cas d'une transposition atypique du concept élitiste de lutte créative, dont l'application à un territoire comme celui-ci, auquel il n'est a priori pas destiné, pose question. Et en l'occurrence, on va essayer de voir rapidement hein, que cette proposition relève davantage du pari que d'une réalité économique profondément enracinée dans le territoire. Alors, compte tenu du temps, parce qu'on a une reste plus de 10 minutes, je crois, je vais essayer d'évaluer ça un petit peu à l'aune cette notion de banlieue comme milieu créatif à l'épreuve de l'emploi. En fait, à l'épreuve de l'emploi. Alors le périmètre du cluster de la création il est encore un peu flou parce qu'il n'est pas bien défini et donc il est encore un peu difficile d'évaluer ses retombées en matière d'emploi. Néanmoins, on a une étude qui est très éclairante, hein, qui a été menée sur la filière image au nord parisien. Alors au nord parisien, dans cette étude, c'est le 18e et le 19e arrondissement de Paris et la Seine-Saint-Denis. Et cette étude, elle donne quelques tendances qui sont assez peu encourageantes en réalité pour ce projet territorial. Alors elle indique cette étude, très rapidement, hein, qu'au sein du pôle nord parisien, qui pèse à peu près 14% des effectifs de la filière au plan national, telle commune, donc le territoire, concentre 60% des effectifs. Alors 60% des effectifs, principalement dans les postes de post-production, de tournage, et ce qui explique la concentration des emplois précaires. Donc les emplois qui sont proposés par la filière image sur le territoire, c'est des emplois précaires. 85% des effectifs ont statut d'intermittent et déclarent un revenu annuel moyen de 7 000 €, ce qui n'est pas considérable. Et surtout, ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est qu'on apprend que seulement 4,7% des actifs de la filière audiovisuelle qui travaillent sur le territoire habitent réellement le territoire de l'agglomération. Alors qu'ils sont 34% à habiter le 18e arrondissement de Paris, 21% dans le 19e et 13% à Montreuil. Donc là, on voit bien qu'en réalité, cette filière, elle crée, je n'ai pas le chiffre exactement, j'ai oublié, c'est 2300 et quelques emplois, ça crée assez peu d'emplois, il y a 150 000 emplois sur le territoire de la commune, en comparaison. Et d'autre part, ces emplois-là, visiblement, sont occupés par les actifs résidents. Et là, on touche à un des points assez cruciaux du projet, c'est-à-dire que sur ce territoire, on a beaucoup d'une population qui a très peu de qualifications. Par exemple, 39% des résidents n'ont aucun diplôme, 7% des résidents seulement sont diplômés du supérieur, 7% sont des cadres, alors que la part des cadres hein, dans la population active, c'est 22,5%. Et de manière générale, la pleine commune, hein, facilitée d'ailleurs par l'abondance de transport, parce que et le Grand Paris va rajouter encore des gros transports sur le territoire, ce qui va sans doute encore peut-être accentuer les choses. On a une dissociation très forte entre le vie et le travail. 75% des gens qui travaillent sur le territoire habitent hors du territoire, et inversement, 75% des habitants du territoire travaillent hors de ce territoire. Or, ce problème, cette déconnexion entre les qualifications et les emplois proposés, il semblerait qu'elle soit tout aussi vraie, mais accentuée pour les emplois dits créatifs. Donc, évidemment, ces emplois créatifs hein, sont à haut niveau de formation, souvent, et surtout à haut niveau de capital culturel. Et ces emplois, ces activités qui peuvent être valorisantes pour le territoire, sont sans doute celles qui, en termes d'emploi, sont les plus inaccessibles finalement aux populations locales, car plus que les diplômes, finalement, ces activités, elles exigent des réseaux et une parfaite intégration culturelle et sociale. Et c'est précisément ce dont manquent les habitants de ce territoire. Donc ces distorsions entre économie et société, hein, on voit bien qu'elles sont un obstacle évident au projet intercommunal, et elles nous rappellent que le territoire ne se décrète pas. Alors on peut essayer de voir, s'il nous reste quelques minutes, comment
un autre aspect du problème, comment construire un territoire créatif, vraiment dans sa matérialité, dans son urbanité. Ça, c'est un défi qui se pose évidemment à l'agglomération, créer un ex nihilo, un environnement qui soit propre à la création. Et ce défi il est d'autant plus conséquent qu'en la matière, les modèles sont assez rares finalement, et que le territoire, il faut bien le dire, part avec de lourds handicaps. Si on comparait par exemple avec la ville de Montreuil en Seine-Saint-Denis, située tout à fait à l'est de Paris, où là on a vu des artistes venir qui ont trouvé dans l'entrelacement d'un habitat pavillonnaire, d'une petite industrie diffuse, un milieu assez propice à leur implantation à la fois résidentielle et professionnelle. Il en va un peu autrement ici, notamment à la plaine Saint-Denis, où nous sommes, puisque là, comme vous voyez, les industries gazières, chimiques, métallurgiques ou électriques, comme à la Cité du Cinéma, ont laissé des friches industrielles d'une taille considérable que seuls des grands porteurs de projets, en réalité, peuvent aujourd'hui se réapproprier. Des sièges sociaux d'entreprise, des centres de recherche ou la Cité du Cinéma. Par ailleurs, l'environnement urbain, il a été largement mutilé sur ce territoire, par les infrastructures de transport, à Paris, les autoroutes, les ferrés, qui provoquent aujourd'hui un déficit d'urbanité qui est assez lourd de conséquences à l'heure où l'agglomération cherche à créer un environnement propice à l'accueil des artistes. Alors, l'agglomération ne conçoit pas la création de ce territoire créatif uniquement sur le secteur de la plaine Saint-Denis, qui va être en mutation notamment avec le Grand Paris, puisqu'elle va accueillir un des hubs principaux du futur métro de Paris. Elle le conçoit comme un projet qui rayonnera sur l'ensemble de l'agglomération. Alors, évidemment, dans ce contexte, on peut imaginer que les centres-villes de Saint-Denis ou de Verrières, qui sont les villes les plus proches de Paris et qui présentent une urbanité un peu plus renforcée, on va dire, par rapport à d'autres communes de l'agglomération, pourraient accueillir ces activités créatives et cette classe créative. Néanmoins, si le centre de Saint-Ouen, par exemple, qui vient de rentrer dans la communauté d'agglomération, présente effectivement quelques attraits, il en va tout autrement de Saint-Denis ou de Verviers, qui sont des centres-villes extrêmement dégradés, investis par des populations extrêmement pauvres, avec un habitat souvent insalubre. Et pour le moment, on voit difficilement comment ces quartiers-là pourraient devenir des quartiers bohèmes. Ça peut tout à fait se transformer, mais pour le moment, les logiques de peuplement, à mon avis, ne sont pas complètement en adéquation avec les ambitions de la communauté d'agglomération. D'autre part, sur le territoire, après, 40% des logements sont des logements sociaux, 40% de grands ensembles. Donc là, on imagine très mal créer des quartiers bohèmes dans les grands ensembles. Et enfin, on arrive sur du quartier pavillonnaire, plus au nord de l'agglomération, qui est aussi un tissu pavillonnaire de mauvaise qualité, plutôt paupérisé, où on ne voit pas bien comment ce territoire créatif pourrait prendre forme. Alors, on voit bien l'idée de planifier de toute pièce un quartier bohème, elle paraît un peu utopique, tant la chose est souvent affaire de spontanéité en réalité. Et elle paraît pour le moment assez illusoire, d'autant plus illusoire qu'il faudra à la fois composer à l'avenir avec les réalités du marché de l'immobilier et les exigences des politiques contractuelles dans le cadre du Grand Paris. Alors, l'agglomération vient de signer un contrat avec l'État, là en avril 2013, qui acte un petit peu, enfin c'était un petit peu le deal entre l'État et les collectivités franciliennes. On vous apporte des métros, mais en échange de métros, vous allez devoir construire des logements et des bureaux, ce qui est bonne guerre. Donc l'État oblige quelque part par cette contractualisation l'agglomération à construire 4200 logements par an, ce qui est assez considérable, c'est un tiers de plus que ce que l'agglomération construit les meilleures années. Et néanmoins, l'agglomération a tenu à mettre dans ce contrat que 30% des nouvelles constructions seront dédiées aux activités culturelles et créatives. Au dire même des urbanistes de l'agglomération, ces 30%, qui est une valeur arbitraire, vont être très difficiles à tenir, parce que quand ils vont voir les promoteurs immobiliers, la première chose qu'on leur rétorque, c'est évidemment non, je ne vois pas pourquoi je vendrais moins cher des locaux pour les artistes alors que je pourrais construire des bureaux ou des logements, etc. Donc il y aura tout un travail de négociation avec les promoteurs immobiliers, mais qui n'est pas sûr d'aboutir. Même si l'agglomération vient de se doter d'une foncière, c'est-à-dire un outil foncier qui nous permet d'acheter les terrains et d'éviter que le prix des terrains ne flambe, pour essayer de contenir un petit peu et avoir cette capacité à négocier avec les promoteurs ensuite. Et puis surtout,
On sent bien qu'avec l'arrivée des métros, c'est surtout un quartier d'affaires qui va ici naître à Pleyel. Et est-ce que l'urbanisme d'un quartier d'affaires est vraiment très compatible avec un quartier bohème? Donc là, c'est une question qui reste entière. Donc on peut conclure très rapidement. Vous avez 2 minutes. On a toute une partie qui n'a pas été faite. C'était juste savoir si on avait 2 minutes. 2 minutes, oui. Et après la conclusion? Non. La conclusion. Je suis désolé, mais si vous voulez que les autres puissent parler. Oui. Donc pour conclure, on peut effectivement voir qu'il s'agit Prenez le micro. d'un projet spéculatif, évidemment, volontariste, on a dit, qu'il y a évidemment une dimension racontatoire comme dans les autres projets, et symbolique du marketing territorial, comme on l'a vu avant aussi, mais qu'en fait, la commune essaie d'en faire aussi un vrai projet de territoire. En fait, là, pour l'instant, c'est en train de se structurer, on ne peut pas dire si ce sera un vrai projet de territoire ou pas. On peut noter l'ambiguïté des pouvoirs publics. En fait, est-ce qu'il s'agit effectivement, dans le cas du Grand Paris, de négocier les équipements, de flatter entre guillemets la population en disant vous n'êtes pas que des banlieusards d'Arrêt, vous êtes créatifs, hein, en gros, et pacifier la société locale, en gros l'idée de cohésion sociale aussi par la culture, ou bien c'est une fausse bonne idée pour sauver les banlieues entre guillemets. Alors on n'a pas eu le temps de trop en parler au niveau de la culture, mais peut-être qu'on pourra le faire au niveau des questions. Il y a quand même une particularité pour pleine commune, c'est qu'il faut un petit peu le pari d'allier l'expression, l'expressivisme des cultures urbaines, populaires, etc., d'allier la valorisation aussi des activités culturelles sur place, dont Maurice a parlé, vérité du socialisme municipal, et les industries créatives dont les contours restent à définir, dont vous allez en parler, et d'en faire, en fait, de faire de tout ça un écosystème qui serait favorable à ce territoire de la culture et de la création. Mais la dimension sociale, comme on l'a vu notamment avec les emplois, la disjonction entre l'économique et le social reste entière, problématique. Il y a aussi une question qui se pose, c'est la synergie à trouver entre des secteurs d'activité, des métiers différents, on n'aura pas le temps d'en parler, et d'une gouvernance qui est encore à inventer, donc vous allez nous dire quelques mots. Donc en fait, finalement, on peut se poser la question de savoir si les positions créatives se décrètent, s'ils peuvent sauver les banlieues, et s'ils sont solubles dans les banlieues populaires. Je vous remercie. Alors, je propose qu'exceptionnellement dans cette session, nous ne fassions pas d'échange entre chaque communication, mais puisque le sujet est plutôt open, on réserve nos échanges pour la fin. Donc, maintenant voici Yolande Gambès et Valérie Ayoun qui vont nous parler de l'articulation problématique, comme l'a géré Nathalie. Ils vont nous parler donc de l'articulation problématique des politiques centrées sur les industries culturelles et créatives et celles focalisées sur les externalités attendues de cette dynamique, le cas du cluster créatif du Grand Paris. Et pendant que nos collègues s'installent, le plus vite possible, je voudrais juste suggérer à Maurice et à Nathalie qu'il ne semble pas qu'il y ait forcément contradiction entre l'attention portée par les communistes et au travail et au travail créatif et la problématique de la créativité. Si vous lisez Marx, vous verrez que les pages très fortes de Marx sur la dimension expressiviste du travail, créative du travail, qui sans doute plairait bien à M. Braouzé. À vous la parole. Bonjour à tous. Donc, Yolande Gambès et moi-même allons aborder la question de l'articulation problématique des politiques centrées sur les industries culturelles et celles focalisées sur les externalités attendues des industries créatives dans le cadre de ce cluster créatif. Nous allons aborder cette question en 3 points. Premier point, les paradoxes autour de l'injonction créative. Deuxième point, le rôle des intermédiaires et des courtiers d'information. Troisième point, la question problématique du pilotage. Dans un premier point, nous allons aborder les paradoxes autour de l'injonction créative.
Donc, comme nous avons pu le voir grâce aux interventions de Boris et Nathalie, le cluster créatif du Grand Paris est traversé par différentes tensions. Il a été impulsé initialement par une vision étatique qui le tourne au départ vers les industries créatives comme vecteur de compétitivité qui avale le territoire dans le vaste ensemble du Grand Paris pour favoriser le rayonnement international de la capitale. Il est revisité au niveau local par la communauté d'agglomération qui voit à travers ce projet la possibilité de prolonger la dynamique amorcée avec le Stade de France, mais cherche à rester cohérent avec les nécessités et l'identité du territoire. Un territoire large, 9 communes, marqué par un fort taux de chômage et une population fortement immigrée, dont les réalités sociales sont à mettre en adéquation avec le projet économique. D'ailleurs, donc, comme le disait Nathalie, on ne parle plus de cluster créatif, mais de territoire de la culture et de la création. Et nous allons voir dans quelle mesure l'injonction à la créativité s'articule-t-elle avec la réalité industrielle. Donc, dans un premier point, nous allons voir que ce territoire créatif est traversé par des mouvements oscillants. Depuis ses premiers pas en 2008, dans le cadre du projet du Grand Paris, la vision industrielle de ce territoire créatif a été traversée par différents mouvements. Entre 2008 et janvier 2012, date à laquelle le premier accord cadre en vue du CDT, donc contrat de développement territorial, a été signé, la communication territoriale faisait la part belle à la cité du cinéma dans laquelle nous sommes aujourd'hui, argument marketing à la portée symbolique très forte et mettait en avant sa capacité à renouveler le quartier Pleyel, destiné à terme à devenir un grand carrefour francilien, comme le disait Boris précédemment, en attirant de nouvelles entreprises et de nouveaux salariés. Aujourd'hui, les discours insistent sur la nécessité de multiplier les centralités au sein du territoire pour gommer la fracture nord-sud, le sud étant plus riche car bénéficiant de la proximité directe de Paris. Donc des centres ont été définis à l'intérieur de ce territoire de la culture et de la création, associés à chaque fois à des établissements ou des activités culturelles. Par ailleurs, la place donnée à la culture et à la création dans les discours est également prise dans une ambiguïté. Si un certain nombre d'industries créatives sont convoquées au sein de ce projet, comme le design, l'architecture, l'industrie de la communication, les discours insistent également sur la nécessité de préserver l'existant que vous rattachiez au socialisme socialisme municipal précédemment, c'est-à-dire tout le tissu d'artistes, les compagnies, équipements, festivals emblématiques, que Patrick Boisek a cité hier, qui sont le fruit d'une politique culturelle très active menée depuis les années 80. Pourtant, premier paradoxe, les discours autour du territoire de la culture et de la création promeuvent la mise en place d'un cluster centré sur les industries créatives dans un territoire qui dont la spécificité repose essentiellement sur les industries techniques de tournage. Et ce sont des industries techniques de tournage qui sont en crise, donc cinéma et télévision. Si on tient compte de la répartition des activités culturelles et créatives en Île-de-France, que disait Boris tout à l'heure, le territoire de pleine commune ne représente pas particulièrement les industries créatives. Donc on va voir que le territoire est pris également, dans un second temps, entre une construction industrielle et une construction territoriale. On voit émerger des positionnements contrastés à travers deux espaces de concertation. D'un côté, le contrat de développement territorial, qui a été signé et qui est en phase d'évaluation, qui inclut des responsables politiques, économiques, agents territoriaux, qui ne s'allient pas forcément et qui prévoit essentiellement des actions focalisées sur l'aménagement urbain. Le CDT vise essentiellement tout ce qui a trait au transport et au logement. Et la culture et la création y apparaissent secondaires. De l'autre, on a des acteurs intermédiaires comme le Pôle Média Grand Paris, Cap Digital, qui vont représenter les intérêts des industriels
soit à une échelle de pleine commune et de Paris pour le pôle média Grand Paris, soit à une échelle régionale, c'est-à-dire l'Île-de-France pour Cap Digital. Mais aussi, on va avoir indirectement la FICAM, Fédération des industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel, qui est indirectement présente par la forte concentration d'industriels techniques sur le territoire. C'est une organisation qui va exercer du lobbying auprès d'institutions politiques, sociales, etc. Cette injonction créative nous apparaît comme étant paradoxale. C'est d'un côté, d'un point de vue purement industriel, d'un côté, l'injonction créative présente dans les discours peut être vue comme un moyen pour les acteurs institutionnels du CDT d'élargir le potentiel des industries du tournage en crise, en leur ouvrant d'autres perspectives, à travers l'intégration dans un champ plus vaste des industries créatives, en particulier en favorisant l'articulation des industries techniques du territoire avec les industries de la communication. D'un autre côté, l'exclusion des industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel du périmètre de l'exception culturelle par l'Union européenne en 2005 marque la césure entre création et production technique. L'injonction créative peut être vue dans ce cadre comme un moyen de délégitimer le besoin de leur allouer des aides publiques, voire même progressivement de désarticuler les logiques de filière en isolant la partie technique, donc les industries techniques exclues du périmètre de l'exception culturelle, du reste de la chaîne de fabrication. Donc une question se pose, quels acteurs de ce territoire de la culture et de la création auraient à gagner de l'inclusion dans ce cluster créatif? Et bon, peut-être les industries de la communication, opérateurs, éditeurs de logiciels, start-up, data centers. C'est une question qu'on se pose. Donc les politiques publiques se heurtent à deux écueils. Donc ce que nous venons de mettre au jour le montre. Premier écueil, considérer qu'on entre dans une nouvelle ère, celle des industries créatives, qui bien sûr ne sont pas définies, au risque d'oublier les structures existantes du territoire. Donc avec l'arrivée récente des grands représentants des industries de la communication sur le territoire, comme Orange et SFR, les industries du web, des logiciels, avec l'intégration de Saint-Ouen depuis le 1er janvier 2013, qui comporte un pôle de design très actif, le territoire espère favoriser une dynamique du type Silicon Valley. Le risque serait d'oublier les structures existantes et de ne pas penser leur articulation. Second écueil, se focaliser sur les seules problématiques des industriels traditionnels, donc les industries techniques, sans dessiner une perspective d'avenir réaliste. Donc nous allons passer à la seconde partie sur le rôle et fonctions des intermédiaires. Donc nous avons cherché à savoir quels étaient les acteurs, au-delà de l'événementiel, qui favorisaient les synergies industrielles de ce cluster créatif. Pour les acteurs du CDT, pour les acteurs du CDT, ces derniers appréhendent l'implémentation du volet industriel du cluster à travers trois volets. Premier volet, le volet statistique. On assiste à une multiplication des activités de mapping, repérage des industries existantes et des activités culturelles existantes. Deuxième volet, le volet symbolique. Un atelier a été créé, l'atelier 6B, pour symboliser l'articulation entre les acteurs et participer à la création du génie du lieu. Troisième volet, le volet événementiel, comme un certain nombre de manifestations, futures en scène, etc. Mais la dimension stratégique du cluster, autour d'actions et de synergies industrielles, est finalement très peu appréhendée. Car, in fine, la question est de savoir comment articuler les différents secteurs qui sont convoqués, donc cinéma, télévision, plus de Saint-Ouen, cirque, industrie musicale, design, industrie de la communication, art classique, pour créer ce cluster. Non, je vais rester. Donc, ce qui est intéressant, par contre, dans ce cluster créatif, c'est qu'il y a quand même deux intermédiaires au cœur de ce processus qui pourraient être des traducteurs de ce cluster sur le plan des industriels. C'est Cap Digital d'un côté et le pôle média Grand Paris de l'autre. Alors, quelles sont les priorités de ces deux intermédiaires sont similaires sur plusieurs plans.
même s'ils ont un périmètre différent, Cap Digital étant régional, et Pôle Média Grand Paris étant financé par quelle commune. La priorité, c'est de mobiliser et mettre en relation des acteurs du cluster. Ils organisent des rencontres, les rencontres du pôle, ou des commissions au sein de Cap Digital, et ces commissions articulent des grands de la communication, comme Orange, Technicolor ou autres, et une multitude de petites PME, mais qui peuvent être très pertinentes sur certains secteurs, comme la 3D ou autres. Ils essaient de les aider, en particulier les TPE-PME, à développer des synergies innovantes autour de grands projets, soit avec des chercheurs, soit avec de grandes entreprises sur des projets assez innovants. En particulier, les projets ne concernent pas évidemment que tout ce qui concerne le cinéma et la télévision, mais peuvent concerner l'intelligence artificielle, le serious game et autres. Il y a aussi au sein de Cap Digital des communautés de domaine où ce sont des acteurs de secteurs très spécifiques, comme le jeu vidéo par exemple, qui essaient de réfléchir des approches techniques et des approches sectorielles stratégiques. D'un autre côté, ils répondent aussi à des questions spécifiques. Beaucoup de ces acteurs, en particulier les petites entreprises, ont beaucoup de mal à avoir une stratégie sur les questions d'investissement. Ils ne connaissent pas toujours les moyens d'investissement qui peuvent leur être apportés. Et ces acteurs jouent un grand rôle pour les mettre en lien avec divers financiers, faire des rencontres sur ces questions-là. Idem pour l'exportation, pour l'innovation technique et pour le développement des marchés. Donc on voit bien que ces acteurs ont un rôle d'entraînement, de prise de décision de contributeurs sur le territoire. Même s'ils ont des stratégies différenciées sur ce qu'ils promeuvent, Pôle Média essaie de se positionner sur le transmédia et est attentif aux dimensions sociales, et Cap Digital essaie d'articuler les rapports entre acteurs des industries culturelles et acteurs des industries de la communication, c'est-à-dire le technique et le marché. Ces deux acteurs se positionnent en fait comme courtiers de l'information. Pourquoi on considère qu'ils se positionnent comme courtiers en information? Parce qu'en fait, ils retirent des échanges qu'ils organisent, des structures entre les acteurs concernés, des informations monnayables. En effet, c'est très visible pour Cap Digital. Ils ont des informations à la fois sur les projets qui sont développés en son sein, sur des études qui sont parfois réalisées par des consultants, par exemple sur la télévision, la pub interactive. Ils ont des moyens d'agréger des statistiques, ils font aussi beaucoup de mapping, et ils réalisent des lettres de veille qu'ils vendent, puisque cette lettre de veille de l'abonnement est de 400 € par an ou de 200 € pour les adhérents, et elles peuvent être vendues à l'unité à 45 €. Il a une idée pour les études peuvent être vendues de 700 à 2700 € suivant le type d'études. Donc on voit bien que progressivement, et ça dans notre interview avec Cap Digital, ils m'ont bien dit, si au départ ils étaient financés à 75% par les subventions publiques, aujourd'hui ils ne sont plus financés qu'à 50%, et demain ils doivent être financés qu'à 25% par les subventions publiques. Donc on voit bien que ces acteurs comptent se rémunérer sur ces questions de courtier en information, dont ils cherchent de plus en plus à concentrer et valoriser l'expertise spécifique et à obtenir leur autonomisation financière. Reste donc la question problématique du pilotage. Quelle gouvernance pour ce cluster créatif? Alors, comme l'a dit Boris tout à l'heure, il y a un millefeuille administratif extrêmement complexe, surtout en Île-de-France, parce qu'on a non seulement Paris, Grand Paris, la communauté de communes, tous les conseils généraux, la région, et tous ces acteurs ne vont pas toujours dans le même sens, et l'État, bien sûr, parce que Paris, c'est quand même une grande partie de l'économie de la France. Donc, c'est très difficile à gérer, et le CDT, le temps qu'on met à le mettre en place, montre que c'est pas simple. Bon, en même temps, ça fait avancer des choses concrètement. Mais c'est très difficile, en particulier sur cette gouvernance du cluster de la création. Parce que, autant il y a des expertises sur l'urbanisme, sur les logements, parce que Pleine Commune a vraiment des activités dans ce domaine depuis plusieurs années,
autant sur la question du cluster créatif, dans la municipalité, dans la communauté de communes, il n'y a pas d'expertise. Et l'expertise de Cap Digital ou du pôle audiovisuel, d'abord, elle a changé au cours du temps, surtout le pôle audiovisuel a changé de stratégie. Elles ne sont pas sollicitées. Dans le CDT, ils n'ont aucun pouvoir de décision, quoi. Et ils ne sont pas toujours sollicités pour fournir des informations, leur expertise auprès des acteurs qui ont le pouvoir, qui sont les élus. Donc on voit qu'il y a une superposition, non seulement il y a ce millefeuille administratif, mais en plus il y a une superposition, une concurrence du cluster dans le cluster, puisque Cap Digital c'est une pôle de compétitivité, le pôle audiovisuel c'est une grappe d'entreprise, ils se définissent tous les deux comme cluster, mais on voit qu'ils ont un pouvoir assez réduit. De plus, ce cluster est à géométrie variable, puisqu'on a vu que géographiquement, certains considèrent le cluster au niveau de la région, et en effet c'est logique pour la logique industrielle du cinéma et de la télévision, c'est pas très logique de le prendre à un niveau réduit du nord parisien, et donc ces dimensions géographiques différentes ne sont pas faciles à gérer. Donc il nous semble que la question du pilotage est un problème aujourd'hui, puisqu'il paraît fortement nécessaire d'articuler les acteurs décisionnels du territoire et le réseau institutionnel d'expertise sur le sujet. Et certainement, cette expertise n'est pas complète, parce que si on laissait le pilotage uniquement à ces intermédiaires, je pense qu'au niveau des enjeux industriels et économiques, ils ne sont pas armés jusqu'au bout. Parce qu'en effet, je trouve que les questions industrielles et économiques, ils les voient trop par rapport, du moins pour Cap Digital, par la question technique, par la numérisation. Or, il me semble, et en fait nos travaux le prouvent, que ça peut être un danger de le prendre que sous cet angle-là. D'où notre question, que ça ne soit pas... ce pilotage, à notre sens, réclame de penser le projet industriel et socio-économique, et il n'est pas facile à penser. Parce que ce projet, la nécessité d'un projet industriel concrétisable, doit tenir compte des deux écueils que nous avons parlé au début, c'est-à-dire ne pas trop se focaliser sur l'avenir dans une vision Silicon Valley, et ne pas trop non plus rester collé aux demandes des professionnels qui sont quand même dans le monde ancien et qui ont du mal à passer à la numérisation. Donc ça c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que la communauté de communes a du mal, et même la région je pense, a du mal à s'engager sur les financements concrets auprès des industriels, parce qu'ils n'ont pas encore l'image de caler ce projet industriel. Donc on voit que il faut que tu conclues maintenant. Comment ? Il faut que tu conclues. Mais oui, c'est la conclusion. Donc, comme le souligne un de nos interlocuteurs, agent territorial de la pleine commune sur ce plan, la question industrielle, elle se joue du côté de Google et d'Apple, comme nous on le sait, c'est bien nos analyses, mais comme l'a souligné Philippe Bouquillon, la question de la politique publique est d'autant plus difficile puisque ces grands acteurs de la communication, en Europe, il n'y en a pas, et on voit bien que ce n'est pas seulement pleine commune et la région qui patinent sur cette question de définir un projet, c'est aussi au niveau national, puisque le CNC et autres ont du mal à déterminer les politiques publiques aujourd'hui. Donc on voit qu'on peut comprendre aussi que cette communauté de communes a des difficultés aujourd'hui pour définir un peu de pilotage sur ce point. Merci bien. Donc, sur le même principe que tout à l'heure, je vais immédiatement passer la parole à Sarah Labelle et à Émilie Dallage, en leur demandant de s'installer pour PowerPoint. Merci Yolande, merci Valéria. Vous aurez observé que la question posée par Boris et Nathalie tout à l'heure, c'était la question de savoir qui gouverne. La question posée par Yolande et Valéria, c'est qui pilote. Et je pense que la question qui va maintenant être posée par nos deux collègues sur territoire et créativité, mobilisation, normes d'action et reconnaissance des acteurs, c'est qui fait. Alors, qui fait et aussi, on verra qui en fait l'expérience, puisque ce sera aussi l'un des éléments qu'on va essayer de travailler ici, puisque ces villes dites créatives, ces quartiers dits créatifs sont aussi habités, sont des lieux de travail, sont des lieux visités, et c'est aussi du coup à travers cette expérience urbaine qu'on va essayer
la ville, tout du moins. On va essayer de prendre le chemin. Alors, on a déjà beaucoup discuté ici. Je pense qu'on a pu se rendre compte du caractère extrêmement mondialisé des phénomènes dont nous parlons. Et de ce fait même, la ville, et si l'on suit notamment des sociologues de la globalisation comme Saskia Sassen, la ville apparaît comme un terrain pertinent pour analyser l'ensemble de ces phénomènes mondialisés qui ont ce qu'elle nomme des moments urbains et qui s'inscrivent donc notamment dans la vie mais participent également à la produire. Et il nous semble que c'est autour de cette question que nous pouvons travailler la question du rapport entre industrie créative et territoire. C'est que cette articulation se joue dans un double processus de production de l'espace urbain, à la fois les industries créatives et plus largement le secteur de la création. C'est vrai que les articulations entre ces deux mondes sont vraiment très importants, notamment sur la question des territoires. Joue un jeu très important dans la production de l'espace urbain, dans la gestion du territoire, réinvestissement de friches urbaines, districts spécialisés, ouverture de zones franches, donc création d'un territoire mité avec des zones exceptionnelles. Donc il y a un vrai rôle de la production de l'espace urbain, de sa valorisation. Et il suffit de regarder, je pense, autour de ce lieu-ci et de voir les immeubles monter pour se dire qu'il y a aussi, bien sûr, cette question-là joue un rôle important, mais une double production qui tient à la spécificité des industries créatives et du secteur de la création, qui est aussi la question de la production d'un imaginaire de la ville et de l'inscription des productions des industries créatives et du secteur de la création dans l'espace urbain lui-même. Et on a eu déjà aussi des exemples, la production aussi d'une forme d'esthétique des territoires. Voilà. Donc travailler sur les villes créatives, ça implique un mouvement, décrire la manière dont les villes s'organisent pour accueillir, favoriser le développement de ces entreprises créatives et comment ça contribue à produire l'espace, mais aussi la manière dont celles-ci participent du coup de la production de la ville, y compris ces formes d'une forme d'urbanité particulière, enfin du moins d'une prétention à produire une forme d'urbanité particulière. Voilà. Dans ce grand questionnement, on va se centrer sur les dispositifs de communication et de médiation, pour montrer comment ceux-ci sont utilisés comme des outils dans un processus au risque d'une conception instrumentale diffusionniste de la communication. Oui, donc alors dans un premier temps, on va plutôt s'intéresser en fait à la nature des médiations qui sont produites dans les politiques d'animation du territoire, avec cet objectif de comprendre comment les acteurs s'organisent ou comment certains dispositifs cherchent à organiser en tout cas leur action et quelles sont les structures mises à leur disposition pour que justement ils s'organisent. Alors, peut-être une petite précision sur le point de départ de cette réflexion. L'idée n'est pas ici de penser qu'un territoire est créatif par la présence même d'industries dites créatives en son sein, mais plutôt sur l'idée de définir ce territoire comme un objet qui est sans cesse construit et imaginé, et que les acteurs publics et privés vont pouvoir investir pour lui donner un rôle et surtout en faire un objet de médiation politique malléable. Du coup, cette question de la dimension créative, elle va d'abord se situer dans la capacité du territoire à animer des structures qui vont favoriser les relations entre les différents acteurs présents en son sein. Donc effectivement, comme vient de le dire Émilie, l'idée c'est de travailler un peu sur les dispositifs de communication que ces structures utilisent, comment elles s'adressent aux acteurs socio-économiques et citoyens, et comment elles vont travailler à les mettre en relation. Alors pour cela, le premier temps, c'est effectivement de s'appuyer en fait sur des nouvelles formes de médiation,
Et il apparaît en fait assez clairement que la relation entre territoire et créativité va être mise en exergue par l'existence de ces dispositifs. Les structures donc, qui ont déjà été citées par tout le monde cet après-midi, ce sont évidemment des clusters, des pôles de compétitivité, des associations de type think tank, qui donc en fait jouent un rôle, postulent en tout cas un rôle de médiation. Alors je vais le faire en 3 points. Je vais essayer de montrer qu'il y a 3 enjeux liés à ces nouvelles formes de médiation. Le premier point en fait concerne les formes d'organisation. Donc à chaque fois en fait je vous ai mis des citations d'extraits de sites web de ces structures qui sont en fait symptomatiques, on va dire, et je les commente en fait un peu au fur et à mesure. Alors la présence en fait de ces dispositifs de médiation va permettre de définir un cadre et une nouvelle forme d'organisation entre les acteurs, bien que leur pérennité à ces structures ne soit absolument pas garantie. L'idée en fait est à chaque fois de mettre en place un contexte propice à l'activité industrielle, notamment en engageant les acteurs dans un dialogue, dans un partage de connaissances. Avec l'exemple que j'ai choisi là, Capital Games, qui est le cluster francilien du jeu vidéo, le leitmotiv affiché est de réfléchir ensemble et à l'avenir et au développement de la filière, et donc de travailler à donner accès à des acteurs économiques, à des savoirs spécifiques, pour les mettre en relation directe et élargie dans le contexte dans lequel ils interviennent. Le second point important, c'est de favoriser l'engagement de ces acteurs, de créer en fait une certaine proximité entre eux et de s'appuyer à la fois sur un caractère formel et informel, c'est-à-dire que l'idée n'est pas en fait qu'il y ait une détermination dans cet engagement, mais au contraire qu'elle soit relativement souple, enfin ce sont les termes qu'ils emploient, légère, pour que ces acteurs ne se sentent pas obligés d'y participer. Néanmoins, cette place laissée en fait à l'autonomie de leur action permet justement de travailler sur le caractère important de cette sociabilité et du croisement des différentes logiques sociales qui permettent de mettre en évidence. Donc, et ces logiques sociales vont conduire en général à la mise en place de partenariats, de logiques partenariats. Troisième enjeu de ces formes de médiation, c'est de contribuer à permettre aux acteurs d'attribuer de façon collective une valeur à leurs activités. Elles tendent en fait à proposer une certaine conception de la création, et il va être important pour ces structures de définir ce cadre de partage, de cette définition de la création, et elles vont pleinement prendre conscience du fait que les entreprises doivent préserver une certaine discrétion sur leurs procédés, et ce que disait en tout début d'après-midi Vincent Bulich sur les questions de propriété intellectuelle est au cœur en fait de ces enjeux de médiation, étant donné que la propriété intellectuelle joue évidemment un rôle central dans la création de valeur, mais elle définit aussi une ligne de partage dans la proximité qui peut se créer entre ces différentes entreprises. C'est ainsi que les associations ou structures de médiation vont permettre à la fois la reconnaissance des qualités des procédés industriels présents, mais aussi encourager l'allocation d'une valeur et ainsi réduire le champ de l'incertitude. Se font aussi, du coup, l'écho d'une valorisation de l'expérience autour des produits et services mis en avant. De ce fait-là, en fait, du fait de ces 3 enjeux importants, ce qui se dessine, c'est que finalement,
finalement, la médiation et les dispositifs mis à disposition des acteurs se placent au service de l'industrialisation et va chercher en fait à majorer les effets des rapprochements qu'elles permettent de développer. Acteurs publics et privés vont alors s'organiser autour de structures auxquelles est assignée la fonction de développement d'un cadre favorable à l'effervescence, au partage d'idées, au mouvement de rapprochement formel et informel, je l'ai déjà évoqué. L'objectif, en fait, va être de structurer des activités qui ne sont pas forcément proches d'un point de vue industriel, mais de faire se rejoindre des logiques économiques et des politiques culturelles. On voit notamment avec l'exemple de Marseille-Provence 2013 qui a été porté par la CCI au départ, et puis, comme on va y revenir dessus dans quelques minutes, assez rapidement, Creative Brisbane en Australie. Donc, qu'est-ce que ça montre? Ça montre en fait qu'il y a une exacerbation des processus de médiation et de communication. D'une part parce qu'en fait les acteurs ne cessent de produire des dispositifs qui vont leur permettre de se rapprocher, et d'autre part que ces modalités de mise en relation vont nier les formes de domination pour mettre en avant une forme de reconnaissance généralisée entre eux. Ces lieux et ces dispositifs de rencontre constituent finalement une économie de mobilisation de ces acteurs. Elle prend évidemment elle prend une forme matérielle qui va viser à créer une sorte d'interdépendance entre ces acteurs. Et on l'a vu aussi avec l'intervention ce matin sur les travailleurs dits créatifs et la précarité en fait dans lesquelles ces travailleurs travaillent. Pardon pour ce pléonasme. Et pour finir, pour finir sur ce point, ce qui est important de mettre en avant, c'est qu'il va y avoir en fait une véritable valorisation du rôle que peuvent jouer ces structures, du rôle de médiation que peuvent jouer ces structures. Et là, avec l'exemple du pôle de compétitivité Imaginov en région Rhône-Alpes, qui est assez révélateur, puisqu'il s'agit en fait de souligner le rôle que compte jouer la structure, tout en laissant aux adhérents leur marge d'action, en les laissant librement exercer leur pouvoir. Donc en fait, on a des logiques d'action à l'œuvre dans ces territoires qui mettent en évidence à la fois le pouvoir de réquisition de ces dispositifs et en même temps qui ne cherchent pas en fait à imposer un fort investissement aux acteurs qu'elles mobilisent. Je reviendrai en fait tout à l'heure en conclusion sur le fait que cette puissance de réquisition s'inscrit dans une réduction des barrières à l'entrée pour favoriser une cohabitation entre des acteurs d'envergure différentes, et que c'est cette prétention médiatrice des